normalement. On t'entend pas, Christophe. Ah, il faut que je rapproche les micros. On ne peut pas les lever un peu. Non, ça marche pas bien. Voilà, c'est mieux comme ça. Donc bonjour, ravi d'être ici pour vous parler des nouvelles classifications et merci à la commission scientifique de la SRLF de m'avoir invité donc, pour traiter de l'intérêt de ces nouvelles classifications au quotidien. Alors c'est une question qui n'est pas forcément simple parce qu'on a assez peu de recul et finalement assez peu d'évaluation, mais on va quand même essayer d'apporter quelques éléments de réponse et je vous propose pour cela de repartir du début, c'est-à-dire de la naissance de ces classifications, en rappelant pourquoi on a eu besoin de ces classifications et quels en étaient les objectifs. Et puis dans un deuxième temps, on verra à quoi ressemblent ces nouvelles définitions et surtout on en fera une lecture critique pour mettre en avant leurs points forts et donc leur intérêt potentiel en pratique, mais également leurs limites ou leurs faiblesses qui sont autant d'axes d'évolution et d'amélioration futures. Alors pourquoi de nouvelles définitions ? Pourquoi a-t-on eu besoin de nouvelles définitions ? Eh bien, tout simplement parce que pendant très longtemps, depuis le début de l'histoire de la réanimation, pendant tout le XXe siècle et jusqu'au début du XXIe siècle, on n'avait, pour ainsi dire, pas de définition. Alors quand je dis pas de définition, j'exagère un peu, parce qu'on s'entendait tous sur ce qu'était l'insuffisance rénale d'un point de vue conceptuel physiopathologique, mais il n'y avait pas de définition opérationnelle. Donc on avait du mal à s'accorder sur le ou les marqueurs à utiliser et sur les seuils à considérer. En conséquence, quand on regardait dans la littérature, eh bien derrière une même appellation, insuffisance rénale aiguë, se cachaient des réalités très différentes, avec plus de 35 définitions recensées qualitativement ou quantitativement différentes. Et quand on regardait les résultats, eh bien, sans surprise, du fait de ces variations de définition, il y avait aussi de grandes variations en termes d'incidence, de 1 à 25%, et en termes de mortalité. Donc évidemment, tout ça n'était pas très satisfaisant. Et ces constatations ont fait naître le besoin de nouvelles définitions qui soient uniformes d'abord, qui soient simples tout en étant performantes, qui soient applicables tant pour la partie recherche que pour la partie clinique, et qui soient susceptibles, in fine, d'améliorer la prise en charge des patients et le pronostic. Donc depuis 2004, on a eu successivement la publication des critères Riffel, puis de la classification Akin, puis la définition Cadigo. Alors tous ces systèmes, toutes ces classifications ne sont pas très différentes entre elles, hein, mais il y a eu un ajustement au cours du temps et des améliorations au cours du temps qui ont été apportées. Alors voyons rapidement ces nouvelles définitions que vous connaissez. Rappelons simplement les principes. Donc elles reposent sur deux critères, un critère créatinine et un critère diurèse. Et en fonction du plus altéré de ces deux critères, eh bien, on va non seulement poser le diagnostic d'insuffisance rénale, mais en plus, vous voyez qu'on va d'emblée classer les patients suivant la sévérité de l'atteinte. Donc, on a d'emblée un diagnostic positif et aussi un diagnostic de gravité et une certaine orientation sur le pronostic des malades. Akin, c'est très superposable, ça ressemble beaucoup à Riffel, avec quand même des éléments nouveaux d'importance. Une augmentation de 26 micromoles par litre de créatinine en 48 heures qui classe déjà les patients en stade 1. L'épuration extrarénale qui classe automatiquement les patients en stade 3, quels que soient par ailleurs les chiffres de créatinine et le débit urinaire. Et enfin, on préconise dans Akin d'évaluer le critère d'urèse au mieux après élimination d'un obstacle sur les voies excrétrices urinaires et après optimisation du remplissage vasculaire. Dans Cadigo, on sépare bien la partie définition diagnostique de la partie sévérité pronostic. Et finalement, l'insuffisance rénale aiguë est définie de façon très simple par les trois critères que je vous ai mis ici. Et vous voyez que je dis toujours insuffisance rénale aiguë, mais que j'écris acquis. Alors ça, c'est tout simplement parce qu'il y a eu un changement de nomenclature, au moins dans la langue anglaise et dans la littérature anglaise. On a abandonné l'ancienne terminologie acute renal failure, hein, et maintenant on parle d'acquis pour marquer la rupture, et parce qu'avec acquis, on sait précisément de quoi on parle. Donc en français, il n'y a pas vraiment d'équivalent. On peut parler d'agression rénale aiguë, d'atteinte rénale aiguë, utiliser donc l'abréviation ARA, mais c'est pas très satisfaisant, et on continue à parler d'insuffisance rénale aiguë, mais l'insuffisance rénale aiguë dont on parle, c'est en fait l'acquis des anglo-saxons.
La partie sévérité, donc vous voyez encore une fois, très superposable à ce qu'on a vu pour Akin, avec quand même, et pour Riffle, avec quand même là aussi des petites modifications. On a modifié notamment le critère, là dans la classe 3, de créatinine supérieure à 354 micromoles. Alors c'était avec augmentation aiguë de 44 micromoles dans les deux systèmes précédents, et ici on modifie un peu ce critère. Et on précise que c'est une augmentation de 26 micromoles par litre en 48 heures ou de plus de 50% en 7 jours. Et puis on ne précise pas non plus qu'il faut absolument évaluer la diurèse après optimisation volémique et élimination d'un obstacle. Non pas que ce ne soit pas important, il faut évidemment optimiser l'hémodynamique et lever un obstacle immédiatement, mais tout simplement parce qu'une oligurie, même transitoire, et qui se corrige après correction du problème, est quelque chose de significatif avec potentiellement des conséquences pronostiques derrière. Alors maintenant qu'on a vu un peu à quoi ressemblent ces définitions, je vous propose d'essayer d'analyser un petit peu leurs forces et leurs faiblesses. Et pour répondre donc à la question « sont-elles utiles au quotidien ?», repartons tout simplement des objectifs fixés initialement. Donc, je vous le rappelle, uniformisation, performance, simplicité, applicabilité en recherche en clinique et, in fine, amélioration de la prise en charge et du pronostic des patients. Donc, si on considère la partie uniformisation, performance, simplicité et applicabilité en recherche, est-ce qu'elles sont utiles ? La réponse est très certainement oui. Quand on regarde les premières études qui ont évalué l'épidémiologie de l'insuffisance rénale en se basant sur les critères Riffle, eh bien, on observe quand même des résultats extrêmement proches et beaucoup plus homogènes que ce qu'on trouvait jusque-là. Donc, globalement, un tiers des patients admis en réanimation développent une insuffisance rénale au cours de leur séjour. Et pareil pour les résultats en termes de mortalité, des résultats extrêmement similaires entre les études. Et globalement, vous voyez qu'un quart des malades qui développent une insuffisance rénale en réanimation va décéder. Alors, ils vont décéder non pas forcément que de leur insuffisance rénale, mais on a pu démontrer aussi avec ces études, ce qui peut paraître évident, mais ce qui n'avait pas été démontré jusque-là, que l'insuffisance rénale aiguë est un facteur de risque indépendant de mortalité. Alors, quand je dis que les résultats sont très homogènes, je triche en fait un tout petit peu, parce que j'ai grisé la quatrième étude que je fais apparaître maintenant. Et là, en fait, on voit dans cette quatrième étude que les résultats sont quand même sensiblement différents par rapport aux trois premières études. Alors pourquoi ça ? Tout simplement parce qu'on n'a pas utilisé dans ces études de la même façon les critères Riffle. Dans les trois premières études, on s'est basé uniquement sur le critère créatinine, le critère débit de filtration glomérulaire, tout simplement parce que le critère diurèse, notamment diurèse sur 6 heures, n'était pas disponible dans les bases de données. Et dans la dernière étude, on s'est basé à la fois sur le critère créatinine et sur le critère diurèse. Donc on voit que quand on utilise le critère diurèse, on sensibilise la définition, on a une incidence qui est quasiment 2 fois plus élevée. À l'inverse, on inclut probablement aussi des formes de gravité un petit peu moindres, avec donc une mortalité qui est inférieure à celle observée dans les autres études. Alors, ce que je vous ai dit là pour les critères Riffle, ça vaut aussi pour les autres systèmes de classification, puisque finalement, vous avez vu que toutes ces nouvelles définitions sont assez proches, et donc il n'est pas surprenant que leur performance en termes de diagnostic et de classification pronostique soit assez similaire. Passons maintenant à la partie clinique, l'applicabilité potentielle de ces définitions en clinique, et qu'est-ce que ça peut changer ? Bien, moi, je pense, et je crois que c'est vraiment l'intérêt majeur de ces nouvelles définitions, c'est qu'elles soulignent bien le fait qu'il n'existe pas de petite insuffisance rénale. Et qu'une augmentation qu'on pouvait considérer, et qui est encore considérée parfois comme non significative, de 26 micromoles par litre, en fait, c'est déjà une insuffisance rénale aiguë constituée, qui est le reflet d'une vraie diminution du débit de filtration glomérulaire, avec des conséquences pronostiques négatives derrière. Finalement, donc, cette notion fait qu'il y a probablement un changement un petit peu dans les pratiques, qu'on est beaucoup plus attentif à nos patients, beaucoup plus attentif à des petites élévations, à des petits mouvements de créate
ou à des petites baisses de diurèse, et que tout ça, c'est de nature, donc non seulement à améliorer la précocité diagnostique, mais aussi, la conséquence logique, à mettre en œuvre beaucoup plus rapidement des mesures de néphroprotection. Alors, il faut évidemment mettre en œuvre ces mesures de néphroprotection, même dès le début de la réanimation et avant qu'apparaisse l'insuffisance rénale, mais a fortiori, il faut les mettre en œuvre quand la créate commence à augmenter ou quand la diurèse commence à baisser. Et on peut même imaginer améliorer encore la précocité diagnostique par des systèmes d'alerte électronique, puisque ce critère d'augmentation de 26 micromoles par litre en 48 heures est facilement intégrable dans ces systèmes d'alerte électronique, même si les alertes électroniques ne résolvent pas tout. L'efficacité est contestée. Alors il y a des effets positifs, évidemment, mais il y a également parfois une absence d'effet. Alors vous voyez que j'ai cité la même étude pour illustrer les deux aspects. Ce n'est pas une erreur, c'est simplement que dans l'étude de McCoy, il y avait effectivement des effets positifs en termes de diminution des drogues néphrotoxiques, en termes d'intervention pour limiter la néphrotoxicité, mais à l'inverse, dans plus de la moitié des cas, ces mesures ne suivaient pas immédiatement la première alerte. Il y avait nécessité de répéter les alertes pour déclencher la réponse de la part des cliniciens. Alors, parallèlement à ces intérêts, on a une homogénéisation des définitions, des pratiques. On va vers une plus grande précocité diagnostique, vers plus de néphroprotection. Donc tout ça, c'est très positif. Mais d'un autre côté, il y a des limites. Et ces limites sont liées, en fait, aux critères utilisés, parce qu'on a beau parler de nouvelles définitions, on raisonne quand même sur des critères anciens, et donc imparfaits. La créatinine, notamment, vous savez qu'il y a un délai entre la diminution du débit de filtration glomérulaire et l'augmentation de la créatinine, comme illustré sur cette figure, où on voit que finalement le débit de filtration baisse brutalement et que parallèlement la créate s'élève beaucoup plus doucement et qu'il y a un délai de 2 à 3 jours avant qu'on puisse faire le diagnostic par la créatinine, par l'élévation de la créatinine de cette baisse de débit de filtration glomérulaire. Et ça, donc, c'est vrai surtout au début du processus, puisque vous voyez qu'au début du processus, c'est la partie droite pour vous de la diapo, il faut des diminutions profondes du débit de filtration glomérulaire pour entraîner de petites augmentations de la créate. Alors, j'ai pas de pointeur, là, c'est un petit peu compliqué, je n'ai pas de flèche lumineuse. Je suis désolé, mais on voit ça sur la partie droite de l'écran. Donc, d'où l'intérêt de ce seuil de 26 micromoles par litre, qui traduit donc déjà une baisse profonde du débit de filtration glomérulaire. La deuxième limite, c'est qu'on raisonne en termes de cinétique, en termes d'augmentation absolue ou relative. Donc il faut au moins 2 mesures de créatinine. Et donc l'intervalle qui sépare les 2 mesures va se surajouter à l'intervalle qui sépare la diminution du débit de filtration glomérulaire de l'augmentation de la créate. Et ça va donc rallonger d'autant le délai diagnostique. Autre problème qui est lié, c'est que comme on raisonne en termes de cinétique, il faut une valeur de référence. Et la question est, quelle valeur de référence prendre? Alors, on peut prendre une valeur directement accessible qu'on a mesurée pendant l'hospitalisation du patient, ou on peut éventuellement prendre une mesure si elle est disponible dans l'année précédant l'hospitalisation. Pour les valeurs mesurées pendant l'hospitalisation, on peut considérer soit la valeur d'admission, soit la valeur la plus basse, mais ces 2 valeurs sont entachées d'erreurs d'interprétation possibles. Si on prend la valeur d'admission, eh bien, on peut surestimer la créate de base, parce qu'il y a un certain nombre de patients qui arrivent déjà avec une insuffisance rénale communautaire, entre guillemets, donc on risque de sous-estimer derrière l'incidence de l'insuffisance rénale acquise en réanimation. Et si on prend la valeur la plus basse des 7 premiers jours, comme ça avait été suggéré initialement par Cadigo, même s'ils ont modifié un petit peu leur position, eh bien on risque au contraire, pour des raisons dont on va reparler, de sous-estimer la créate de base et donc de surestimer le diagnostic d'atteinte rénale aiguë. Si on prend une valeur quand elle est disponible dans l'année précédant l'hospitalisation, que ce soit la valeur moyenne, minimum ou plus récente, donc mesurée dans des conditions de stabilité, alors on a peut-être un meilleur reflet de la vraie créate de référence du patient et du débit de filtration glomérulaire. Ça a été montré dans certaines études. Mais le problème, c'est que si ces valeurs sont peut-être plus fiables, elles sont moins facilement accessibles. Donc d'un côté, on a des valeurs qui sont facilement accessibles, mais moyennement fiables, et de l'autre côté, des valeurs plus fiables, mais plus difficilement accessibles.
Alors d'autres méthodes existent, l'équation MDRD inversée, mais là c'est pareil, il y a des soucis avec un risque de surestimation du débit de filtration glomérulaire et de sous-estimation du risque de l'incidence d'atteinte rénale aiguë, et des techniques d'imputation multiples, mais qui restent du domaine de la recherche. Autre point qui complique un petit peu les choses en pratique, c'est tous les facteurs qui vont interférer avec l'interprétation même des mesures. Donc on a des facteurs qui vont modifier la créatininémie en aigu sans pour autant qu'il y ait de vraies variations du débit de filtration glomérulaire. C'est l'exemple de la rhabdomyolyse qui certes peut entraîner de la nécrose tubulaire derrière, mais toutes les rhabdomyolyses n'entraînent pas de nécrose tubulaire et de diminution du débit de filtration glomérulaire. C'est le cas aussi de certains médicaments comme la cimétidine ou le trimethoprim qui vont diminuer la sécrétion tubulaire de créatinine. Et il y a au contraire d'autres facteurs qui vont entraîner plutôt une diminution de la créatinine et qui vont éventuellement masquer une vraie augmentation, enfin une vraie diminution du débit de filtration glomérulaire qui ne va pas pouvoir se traduire nécessairement par une augmentation significative de la créate. C'est toutes les situations d'agression aiguë au cours desquelles il y a une augmentation du volume de distribution et une diminution du taux de génération de la créatinine. Après, il y a des facteurs chroniques aussi qui vont soit entraîner une augmentation chronique de la créate, soit une diminution chronique, mais qui en aigu vont faire que les patients vont avoir du mal à augmenter leur créatinine. C'est le cas de l'insuffisance rénale chronique, évidemment, et c'est le cas de tous les patients dénutris, âgés ou cancéreux. Il y a également parfois des problèmes avec les dosages proprement dits, qui concernent à la fois la méthode colorimétrique de Jaffe et la méthode enzymatique, avec l'hyperprotidémie, par exemple, qui va entraîner des fausses augmentations, et l'hyperbilirubinémie, qui va au contraire entraîner de fausses diminutions. Dernier point, qui est relativement méconnu des cliniciens, mais qui est bien connu des biologistes, c'est les problèmes de variabilité préanalytique, analytique et biologique des mesures. Alors à quoi ça correspond ça ? Ça correspond au fait que si vous faites 2 prélèvements chez un même malade dans des conditions de stabilité à quelques minutes ou à quelques heures d'intervalle, vous aurez des résultats différents pour ces problèmes-là, et que ces résultats vont être différents et vont pouvoir varier dans une fourchette assez large, de plus ou moins 17%. Donc prenez le malade qui a 150 de créate de base, du simple fait de la variabilité biologique, il peut passer le seuil diagnostique des 26 micromoles par litre assez rapidement. Ce seuil, en plus, a été déterminé chez des sujets sains ou des patients avec une insuffisance rénale chronique ou une maladie rénale chronique stable, mais il est probablement plus important chez les patients de réanimation. Et donc, il faut il faut avoir cette notion en tête quand on interprète au quotidien les chiffres de créate, mais c'est quand même difficile à intégrer dans le raisonnement. La diurèse, maintenant. Alors, la diurèse et les variations de diurèse reflètent peut-être mieux et plus rapidement les variations de débit de filtration glomérulaire, même s'il n'y a pas de parallélisme strict. Et même si une diminution de la diurèse n'est pas forcément suivie derrière d'une élévation de la créate, mais point important, c'est que toute oligurie isolée, même non suivie d'une augmentation de la créate, a, semble-t-il, quand même un impact pronostique et est associée à une augmentation de la morbimortalité. Et quand on parle de la diurèse, il y a 2 questions qui se posent. Quel est le poids de référence, déjà ? Est-ce qu'il faut prendre le poids observé, le poids mesuré après 24, 36, 48 heures de réa quand les patients ont pris 20 kg d'œdème ? Si on fait ça, on risque de porter le diagnostic par excès. On peut prendre le poids habituel quand on le connaît, mais pareil, chez les patients obèses, on va être un petit peu gêné, et là aussi, on risque de porter le diagnostic d'insuffisance rénale aiguë par excès, et donc il vaut probablement mieux prendre le poids idéal théorique. La deuxième question, c'est quel seuil diagnostique ? Faut-il rester sur les 0,5 ml/kg proposés actuellement ou faut-il abaisser ce seuil ? Vous avez vu sur la diapo tout à l'heure que pour une même classe, suivant qu'on est classé en fonction du critère diurèse ou en fonction du critère créatinine, on n'a pas le même pronostic. Et donc le fait d'abaisser peut-être ce seuil permettrait d'avoir une plus grande cohérence pronostique entre les critères créatinine et diurèse. Les perspectives, rapidement, c'est peut-être plus que d'opposer ou de mettre en parallèle
le critère d'urèse et le critère créatinine, d'associer les deux et de mesurer donc la clairance de la créatinine sur des périodes courtes de 2 à 4 heures pour s'affranchir de tous les problèmes d'instabilité chez les patients de réa. Donc on peut imaginer ça comme un outil diagnostique et comme un outil de monitorage rapproché du débit de filtration glomérulaire. Les biomarqueurs, mais ça c'est probablement dans un futur plus lointain, dans la mesure où ils restent vraiment du domaine de la recherche, ils sont vraiment pas du tout applicables pour l'instant en pratique pour toutes les raisons qui sont là que je n'ai pas le temps de développer. Et donc, en conclusion, pour répondre à la question initiale, les nouvelles définitions sont-elles utiles? Oui, de façon évidente, parce que, évidemment, on a beaucoup avancé en termes d'homogénéisation des définitions, des pratiques, et toutes ces définitions vont dans le sens d'une précocité diagnostique plus grande et d'une mise en œuvre plus rapide des mesures de néphroprotection. Donc ça, c'est vraiment très positif. Ceci dit, la réponse n'est pas un oui massif, mais plutôt un oui mais. Pourquoi? Eh bien parce que quand même reste à évaluer l'impact réel de l'application de ces nouvelles définitions sur la prise en charge et le pronostic des patients. Ces définitions donc, comportent aussi beaucoup de limites qu'on a vues là. Elles sont perfectibles et donc amenées à évoluer très certainement dans les années qui viennent. Je vous remercie de votre attention.